autre signification qui est un peu moins, qui est un peu plus crado, on peut le dire. Plus trash. On est à l'heure de l'apéro, donc tout va bien. C'est que c'est aussi le nom du caca liquide que tu fais en lendemain de cuite, voilà. Ça peut s'appeler un Mudweiser aussi. Ça sent le vécu. Donc, Voilà, c'était histoire de se mettre en jambes et de détendre l'atmosphère. Il a voulu, il en a eu. Hein. Maintenant, pour les questions sérieuses, je laisse la parole à Jeff. Je sens qu'elle est vraiment bien partie, cette interview. Salut Zali, salut Ligator. Donc j'ai la chance de me retrouver ce soir avec Jay et Renaud de Mudweiser. Donc en fait on a déjà commencé à parler du nom du groupe. Donc avec une très belle définition de la part de Renaud. Et en fait, juste savoir comment s'est formé Mudweiser et quelle est son histoire. Bah alors nous on n'y était pas au début, hein, ni Jay ni moi. On était au début du groupe, c'est Saïd, dont tu as parlé de Jay, qui était le premier guitariste. En fait, de membre original du groupe, il n'y a plus que Xavier, le batteur. Donc on ne peut pas trop raconter la formation du groupe parce qu'on n'y était pas. Voilà, d'abord, il y avait un premier chanteur qui était plus dans une ligne un peu plus hardcore. Et puis un bassiste qui s'est rendu compte qu'il ne jouait pas assez en place au moment d'enregistrer l'album. Et voilà, et puis donc du coup, mais tout ça, ça reste la même bande de potes, quoi. Donc, depuis un bon moment, quoi. Donc en fait, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre Mudweiser alors? Bah perso, moi c'est un coup Saïd qui me dit tiens, j'ai un plan à te proposer, je pense que ça peut t'intéresser. Et voilà, il m'a dit je fais un groupe orienté plutôt rock 70s, bien lourd, stoner, etc. Et il savait que j'écoutais beaucoup cette musique-là et on se connaissait déjà. Et du coup, j'ai dit écoute, je viens à une répète comme ça pour voir. Et puis on a buffé ensemble. J'ai fait du yaourt et tout. Et puis ils ont dit ah bah ouais, bah, c'est comme ça qu'on aimerait que ça chante. Et je dis bon bah voilà, on essaye. Et puis ça fait 10 ans qu'on essaye maintenant, quoi. Voilà. Et après, quand le bassiste a quitté, enfin, il trouvait que voilà, il jouait pas assez précisément pour l'enregistrement de l'album, quoi. Et à ce moment-là, Jay rentrait de Corse, revenait à Montpellier depuis la Corse, et il a dit bah allez les gars, je le fais avec vous, quoi. Hein, ça... Ouais, c'est tout à fait ça. C'est le jour où je suis arrivé, du coup Steph, l'ancien bassiste, qui est aussi tatoueur, qui n'a pas forcément le temps non plus d'aller les deux, du coup, m'a dit c'est toi qui me remplace, et du coup, un mois après, on était en studio, du coup. Et depuis, ça continue. Bon. Et Jay, plus personnellement, le fait de jouer au Black Sheep, pour toi, ça fait un petit quelque chose du fait qu'on t'y retrouve assez souvent? Je travaille ici, du coup c'est un peu ma maison, du coup oui c'est spécial parce que c'est chez moi du coup, donc c'est pas des concerts normaux pour moi, c'est encore mieux du coup, t'as tous les copains, la famille qui vient, du coup c'est la fête quoi. Parfait. Et sinon, la musique de Mudweiser, bon, comme disait Renaud tout à l'heure, stoner, titré 70s, mais sinon, plus précisément, vous la définiriez comment? Parce que bon, le stoner, alors pour ceux qui ne connaissent pas le stoner, chers amis Lise et Gator, c'est la musique, c'est un revival des années 70, des groupes plus ou moins obscurs maintenant, mais si vous connaissez Black Sabbath, c'est les papes, les ancêtres du stoner. Après, je pense qu'on a tous des goûts vachement différents et on se rejoint là-dedans parce que moi j'ai toujours adoré la musique répétitive et lourde et lente. J'ai toujours dans les groupes de rock, quoi, même quand j'étais môme, que j'écoutais AC/DC, j'adorais The Jack, j'adorais les Rose Tattoo, tu vois, avec le slide, le côté un peu graisseux comme ça. C'est un truc que ça m'a toujours causé. J'adore le blues aussi. Ça c'est des trucs, l'énergie sombre, tu vois, et l'intention à la fois sombre mais pas complètement désespérée qu'il peut y avoir dans le blues. Je pense que c'est un peu cette intention-là, un espèce de groove lent, sombre, sexuel aussi, parce que voilà, je pense que le rock'n'roll, pour que ça en soit, faut qu'il y ait une part de sexualité là-dedans. Et je pense que voilà, on se rejoint tous là-dessus, ce côté un peu ternaire, voilà, qui fait secouer la tête et qui fait danser les filles les yeux fermés. Ça nous plaît vachement, quoi. Après, on a tous nos influences différentes. Moi, je vais peut-être être plus, je suis un gros fan de soul music, de rhythm and blues, de choses comme ça, et ça m'influence à la voix. Je sais que voilà. Xa, le batteur, il adore aussi ce genre de truc. Peut-être que Hall, le guitariste, lui est plus branché sur des trucs des fois un peu compliqués ou des trucs vraiment old school, comme toi, les Lynyrd Skynyrd, les Allman Brothers ou les choses comme ça. Et puis Jay, c'est le mec qui va adorer tous les trucs doom, très sombres, quoi.
l'âme noire du groupe, c'est Jay, il faut bien le savoir. Oui, et après moi j'ai aussi un attrait très prononcé pour toute la scène de l'Orléans. Tout ce qui est Corrosion Conformity, les Crowbars, les Down. Oui. Mais pareil, qui vient du coup aussi de toute la scène de Black Sabbath, Skyner, de tout ça. Donc tout ça se retrouve. Texas Hippie Coalition, tous ces groupes-là, quoi. Ça un peu moins. Mais Non. moi c'est vraiment plus le côté New-Orléans qui est plus crasseux, plus, comme disait Renaud, plus bluesy que la scène texane. Moi j'aime vraiment cette scène nouvelle-orléanaise du coup. Moi j'ai tout ce qui est Corrosion Crowbar, c'est lourd, c'est crade, c'est sale, ça sent le blues, ça sent le. Et vraiment aussi le côté Black Sabbath, vraiment cette scène-là, moi j'aime beaucoup l'acid bass, tout ça quoi. Et Geezer Butler de Sabbath, ça a été une influence pour toi, pour ton jeu de basse? Oui, Geezer Butler, John Paul Jones de Led Zepp, enfin tous ces bassistes de cette époque-là quoi, c'est Paul McCartney peut-être, je ne sais pas. Non, par contre peut-être, oui, mais pourquoi pas, non, c'était un grand bassiste. Oui, après voilà. Après, t'as plein de bassistes, t'as Cliff Burton de Metallica, mais oui, après, c'est vrai que moi, c'est vraiment Butler et John Paul Jones. Au niveau des mélodies qu'ils amènent derrière, c'est une grosse influence, oui, forcément. Bon. Et alors, j'ai pu lire ci et là que certains vous comparez à Queens of the Stone Age. Moi, je trouve un plus péchu, mais aussi au niveau de la voix. Et effectivement, pour avoir écouté, parfois, on a l'impression que Lemmy a rejoint Queen of the Stone Age sur vos chansons, Lemmy Motorhead. Dans les premiers albums, dans les premiers albums, vu que je fumais beaucoup, j'avais une voix plus éraillée, quoi. Ma voix, mine de rien, avec le temps, je me sens plus obligé de mettre toujours autant de grains, quoi. Sur le dernier album, là, le 8 titres qu'on vient de faire, il y a des chansons, il y a beaucoup moins de grains que sur les. Et puis voilà, c'est un peu comme si j'avais un peu moins peur et que comme quelqu'un qui se camoufle derrière une disto un petit peu. Donc pour le côté Queens of the Stone Age, je sais que par exemple Jay aime pas du tout ce groupe, quoi. Il aimait au début, voilà. Moi j'aime vraiment bien. Enfin, il y a eu des périodes où j'aimais moins bien, mais voilà, c'est un groupe important, quoi, dans la scène rock. C'est bien qu'ils existent quand même. Il y a pas à chier, quoi. Ils apportent quelque chose de sincère, de fou. Il y a cette folie et ce côté, voilà. Aussi sexuel du rock'n'roll, avec Josh Homme et sa bande, ça y est vachement. C'est un truc essentiel, mais je crois pas. Ouais, on est moins léché, quoi. On est, ouais, justement plus comme le Queens of the Stone Age du début où t'avais les sons de basse de Nick Oliveri qui étaient vraiment crasseux. Tandis que depuis, il y a eu quand même des probes des Queens qui sont super propres et nous on se reconnaît pas du tout dans ce genre-là, quoi. C'est ça aurait bien changé leur musique, ouais. Sans avoir envie d'avoir à tout prix, on n'a pas une référence de son qu'on veut, tu vois, il y a beaucoup de groupes, ils veulent le son de tel groupe. Nous, c'est vraiment pas le cas, quoi. Il y a des aspects qu'on aime bien dans différents groupes. De toute façon, un groupe, il faut que ça soit cohérent avec ce qu'ils envoient, avec ce qui sort des amplis. Il ne faut pas chercher à tout prix à ressembler à un autre. Et même dans le style, tu vois, on s'est rejoint à dire, ouais, allez, on fait du genre hard rock psychédélique pour aller vite, quoi, dans la définition, mais on n'a pas établi une limite du truc qu'on n'aurait pas le droit de faire, quoi. Après, en compo, hein, on se donne pas on veut sonner comme ci, comme ça, ou pas comme ci, ou pas comme ça. On fait vraiment ce qu'on ressent sur le moment. Et du coup, c'est ça que les albums évoluent au niveau je sais pas, du style, même des ambiances, de tout ça. Du coup, le dernier, c'est encore autre chose que. Justement, parlez-nous de votre dernier Sauced the Snake qui va sortir le 23 février. Ouais. Par rapport à. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bah déjà, on a fait un album plus court parce qu'on s'est dit au moins il tiendra sur un vinyle seul. Et puis en rapport avec les albums justement des années 70, etc., où à l'époque tu avais 8 titres sur un album, c'était très bien. Et puis c'est aussi le fait qu'on est souvent appelé à jouer 1 heure dans des soirées où il y a plusieurs groupes et qu'on avait, sur le précédent, on avait fait, je sais plus combien, il y avait 15 morceaux, je sais plus combien. C'est un album très long et du coup, bah, on n'a jamais pu jouer tous les morceaux. Donc c'est un peu frustrant de devoir faire des choix. Enfin, tu vois, si tu fais un album avec 1 heure de musique et que tu fais des setlists de 1 heure, il y a les morceaux que tu joues jamais. Donc on s'est dit, c'est bien, 8 titres, c'est cool. Donc on a fait un 8 titres. Et bizarrement, les morceaux sont un peu moins longs et partent moins dans des délires psychédéliques planants, quoi. Je crois qu'on avait déjà la dose dans la setlist, donc on est parti vers des trucs peut-être un peu plus efficaces, je sais pas comment dire, mais plus direct. Ouais, c'est un peu plus concis, quoi. On s'est un peu moins perdu dans les compos. Enfin, même si je pense pas que c'est juste une façon, quoi, de rendre le temps élastique dans
dans la compo de la musique. Là, on est resté dans un truc un peu plus resserré, quoi. Les morceaux, ils font plus 4 minutes que 6, quoi, contrairement à d'habitude. D'accord. Et au niveau de la pochette, parce que vous avez des pochettes qui sont magnifiques, que ce soit Holy Shit ou Angel Lust, qui sont un peu typés, western. La prochaine pochette sera dans le. Ah bah tu l'as pas vu non, c'est plus rapport à. Il y a pas mal de. Sur les 8 titres, des références cinématographiques, des films de série B, etc. Et c'est voilà, plus axé sur cette époque, des VHS de films d'horreur dans les années 80, etc. D'accord. Donc c'est le visuel, il est inspiré de ça, quoi. D'accord, oui, Voilà. les séries B, séries Z. Voilà, une espèce de mec un peu qui ressemble un peu au gars de Leatherface avec une pioche à la main, quoi. Voilà. D'accord. Ouais. Bon, bah écoutez, Renaud, Jay, merci beaucoup pour cette Allez, merci interview. les alligators. Et puis bon concert pour ce soir et régalez-nous. Merci beaucoup. On va faire ce Ça qu'on pourra marche. pour faire rêver les gens. Ouais, c'est ça, on est là avant tout pour vous offrir du rêve. Allez, merci. Portez-vous Salut bien, Zali, ciao. salut Gator, ciao. Moi je le sais, ça va être bien, de toute façon ça va être bien.